Bonsoir et bienvenue dans Sous Couverture. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Bernard Werber, l'un des auteurs français les plus lus dans le monde, et cela depuis 30 ans. Notre société, si elle arrive à une sorte d'aboutissement ou d'épuisement, qu'est-ce qui se passera après? Est-ce qu'on laissera la planète à des rats ou est-ce qu'on arrivera à survivre peut-être en se faisant aider par des chats? Elle m'a déguisée comme si j'étais une poupée en plastique, puis elle m'a collé un gros bisou qui a fait Spock sur mes oreilles. Le travail non seulement nous donne une identité sociale, mais aussi a un impact sur la manière dont nous menons nos vies. Ça nous apprend à vivre une deuxième fois. Bernard Werber est né à Toulouse le 18 septembre 1961. Il commence à écrire à l'âge de 14 ans pour un fanzine, étudie ensuite la criminologie à Toulouse et le journalisme à Paris. Ses premières années de travail dans les années 80, ce sera comme journaliste pigiste scientifique essentiellement. Il décroche d'ailleurs une bourse de reportage pour aller voir les colonies de fourmis maniants en Afrique. Les fourmis, justement, il en sera question en 1991 avec la parution de son premier roman. Un premier roman qui connaît un succès international, vendu à plus de 20 millions d'exemplaires. Les aventures des fourmis se composeront de 3 tomes. Dès ce moment, Bernard Werber se classe parmi les auteurs les plus lus de France. Depuis 30 ans, ce sont une trentaine de romans publiés par Bernard Werber en 35 langues différentes, parmi lesquelles Le Père de nos Pères, Les Thanatonautes, des cycles comme les cycles de la Troisième Humanité, le cycle des dieux, le cycle des anges, autrement dit, un univers foisonnant. Entre récits d'aventure, de science-fiction ou encore de philosophie, Bernard Werber nous emmène à la découverte d'animaux intelligents, mais aussi de domaines plus mystiques. Alors c'est le cas avec La planète des chats qui clôt le cycle des chats, une trilogie dont il vient de parler. Bernard Werber, La planète des chats, c'est le titre de votre nouveau roman qui est la fin d'une trilogie commencée ici avec ce roman Demain les chats qui date de 2016. Donc 3 romans en 4 ans, à peu près un peu plus de 1000 pages, je pense, pour raconter cette aventure singulière d'un futur, parce que c'est presque une dystopie que vous nous proposez, dans lequel les chats ont une part importante, mais finalement, pas tant que ça, parce que ceux qui ont vraiment la vedette, ce sont les rats, non? Les rats, c'est la puissance antagoniste, c'est-à-dire c'est la menace. Les chats, c'est la solution, c'est la sauvegarde. Mais en fait, au centre du système, c'est l'être humain qui est le thème. C'est notre société, si elle arrive à une sorte d'aboutissement ou d'épuisement, qu'est-ce qui se passera après? Et c'est pour ça que vous utilisez le terme dystopie, c'est le bon, ça signifie est-ce qu'on laissera la planète à des rats ou est-ce qu'on arrivera à survivre peut-être en se faisant aider par des chats? D'abord, il y a eu des guerres civiles et après, il y a eu les rats qui ont transporté une nouvelle peste, et donc c'est les virus, mais un virus encore plus terrible que le Covid, qui a fait des coupes sombres dans notre humanité, qui du coup essaie de s'accrocher à ce qui reste, et ce qui reste se réduit progressivement, et mon héroïne, Bastet, se dit maintenant il est temps d'aider les humains, ils nous ont hébergés, ils nous ont nourris, ils sont occupés de nous, maintenant il est temps de leur rendre un peu l'appareil, et on voit bien que nous les chats, on pige des choses qu'eux ne comprennent plus, comme par exemple qu'il faut faire une alliance avec toutes les espèces animales pour lutter contre les rats qui sont la principale menace. Alors, le livre se passe à New York, on le voit dès la couverture, il n'y a pas de mystère. C'est Bastet qui part avec un voilier, puis autour il y a tous ces héros des 2 premiers livres, Champollion, Pythagore qui est son mâle préféré, il y a Esmeralda qui est son ami ennemi, etc. En fait, toute cette communauté, c'est quoi? C'est La Fontaine ou c'est autre chose? Pas La Fontaine, là je dirais plutôt c'est un monde c'est un peu Christophe Colomb en fait, c'est-à-dire c'est la conquête de l'Amérique avec un groupe de copains. Mais il y a aussi la fuite de l'ancien monde. Je crois que Christophe Colomb, quand il est parti en Amérique, il fuyait le monde européen qui était un vieux monde dans lequel il n'était pas bien. Votre héroïne, elle est un peu mégalo et elle est délicieusement condescendante envers les humains.
Oui. Sa maîtresse qu'elle qualifie de servante, tout juste bonne à filer la pâtée. Est-ce que vous avez eu un chat déjà? Oui. Donc vous avez vu, il y a un moment, ils nous considèrent quand même comme leurs serviteurs. Et puis en même temps, ils ont une très haute estime, pour la plupart, hein, il y a des exceptions, hein, une très haute estime d'eux-mêmes. Enfin, moi, j'avais une chatte qui était une vraie diva, qui considérait que tout lui était dû et qui considérait que je n'avais pas à faire autre chose que m'occuper d'elle. Donc quand je tapais sur l'ordinateur, elle venait piétiner mon clavier dans le style « il est hors de question que tu travailles, alors que je suis à côté, intéresse-toi à moi ». Mais Bastet nous regarde comme des petits êtres irrationnels quand même. Nous le sommes. Je ne sais pas ce que vous trouvez de logique. Écoutez les actualités, regardez les décisions qui sont prises, regardez les gens qui sont élus comme président ou comme chef. Vous comprenez qu'il y a quand même un petit problème dans notre bon sens global. Regardez même comment des décisions sont prises au niveau planétaire à propos du Covid, et c'est des décisions contradictoires d'un pays à l'autre qui est voisin. Donc il y a un moment, on n'arrive pas à s'harmoniser, on n'arrive pas à communiquer, en plus, on n'arrive pas à prendre des décisions aussi simples que qu'est-ce qu'on fait par rapport au Covid. Donc je ne sais pas comment on fera, qu'est-ce qu'on fait par rapport à une invasion de rats, mais je crois qu'on a un problème d'harmonie. Moi, je rêverais qu'il y ait un système dans lequel tous les pays de l'humanité renoncent à leur spécificité nationale pour se dire « Ok, maintenant, notre espèce, sur cette planète, on fait quoi ?» Quand elle arrive à New York, qu'est-ce qu'elle découvre? Elle découvre qu'il y a 102 tribus qui ont chacune leurs représentants, dirigés par une présidente. Alors là, évidemment, vous êtes fait plaisir. Et vous avez fait plaisir à vos lecteurs et lectrices, évidemment, parce que un livre pareil sans humour, ça ne marcherait pas. Et c'est Hillary Clinton qui est la présidente de cette étrange république avec 102 tribus. Et elle dit, moi, la chatte Bastet, je veux être la 103e, la représente de la 103e représentante, 103e tribu. Après, il y en aura une 104e. Et en fait, l'idée, c'est effectivement de montrer à quel point nous sommes, nous, humains, complètement incapables de ne voir autre chose que notre nombril. On est très divisés et on n'arrive pas à voir sur le long terme. Donc l'un des problèmes qui me semble général de la politique, c'est qu'ils gèrent les crises au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Ils sont comme des animaux, enfin un lapin qui voit apparaître un camion qui vient l'écraser. Et il y a une dans la lumière des phares. Voilà, qui est aveuglé et il y a un instant de panique, mais il n'y a pas cette idée de bon. Ok, je peux faire un petit pas de côté, regarder le camion passer, voir s'il y a d'autres camions qui arrivent. Il n'y a pas ce petit pas de côté. Et c'est ce qui me permet de faire la science-fiction. C'est, ok, je vous propose le regard d'un chat extérieur qui regarde ça. Maintenant, regardons qu'est-ce qu'il voit, par exemple, par rapport à cette crise qui nous arrive, cette crise, qu'elle soit sociale, qu'elle soit financière, qu'elle soit économique, qu'elle soit virale. Qu'est-ce que peut en penser un être qui n'est pas humain? Mais je crois que c'est la fonction même d'écrivain, c'est offrir des perspectives pour que les gens ne soient pas, j'ai le mot anglais, c'est narrow-minded, c'est-à-dire d'esprit étroit, en train de regarder tout comme ça et en train de subir. Quand vous commencez une trilogie comme celle-là, jusqu'où est-ce que vous savez que vous irez? Est-ce que vous avez tout l'arc? Est-ce que vous savez exactement que vous allez arriver à tel endroit? Non, je fais qu'un roman. D'ailleurs, au moment où j'ai fait Demain les chats, je ne comptais faire qu'un seul roman. C'est après, parce que les lecteurs m'ont demandé la suite, je me suis dit, bon, mon héroïne, un peu bizarre. Elle est quand même charismatique. Oui, elle est charismatique, et je peux encore lui trouver des aventures. Et là, je me suis dit, bon, comment aller plus loin? Donc, c'était Sa Majesté des chats. Et après, dans celui-ci, qui va être donc le dernier, La Planète des chats, je me suis dit, ok, je lâche tout, je mets le maximum de décors, le maximum d'action, le maximum de choses hyper spectaculaires. Donc, c'est pour ça que j'ai fait des tyroliennes dans les buildings contre les gratte-ciel. Voilà, pour que les gens circulent qu'en hauteur alors que les rats occupent le sol. Ils vont essayer de faire une attaque. Il y a des chats robots aussi, voilà, il y a plein de choses. Hein. Ouais, il y a des nouvelles technologies, il y a une attaque avec des chars où les Américains essaient d'écraser les rats. Il y a des rats kamikazes. Voilà. J'essaye tout le temps de faire comme si j'avais des moyens cinématographiques sans limite et de les utiliser afin que mon lecteur il s'en prenne plein la figure et qu'il ait envie de tourner les pages. L'objectif, c'est de distraire, dans le sens au noble du terme, à savoir vous faire oublier vos petits problèmes pour vous faire prendre d'autres problèmes, donc ceux de Bastet, et donc vous offrir une nouvelle vision du monde. Vision qui passe aussi par Tamerlan, on n'en parlera pas, un personnage qui existait déjà dans les deux premiers. L'ancien roi des rats.
Voilà, l'ancien roi des rats qui revient ici dans ce troisième ouvrage, avec Al Capone aussi. Bref, beaucoup de personnages, beaucoup d'actions, vous l'avez dit, hein, c'est vraiment un page-turner, ce livre, La planète des chats. Bernard Werber, merci d'être venu. Non, vous associe aux fourmis, à la trilogie des fourmis, un livre qui doit quand même beaucoup à non seulement votre père, mais aussi à votre santé, puisque en fait c'est tout un parcours de vie qui vous a amené pendant 12 ans à arriver jusqu'au au livre lui-même, puisque c'est une longue aventure, les fourmis. J'ai commencé à 16 ans et j'ai mis 12 ans à partir de l'âge de 16 ans, je me suis fixé une discipline qui est 4h30 d'écriture tous les matins de 8h à midi et demi. Et vu que je suis entré en fac de droit, où on travaille que l'après-midi, j'ai pu faire ça. C'était 12 ans à apprendre un métier, donc j'ai réécrit en entier le livre 100 fois. Mais si vous me dites parcours de santé, vous voulez dire le parcours d'écriture ou le parcours de ma santé? De votre santé, parce qu'elle est indissociable en fait. Je souffrais d'une maladie, vous parlez de l'hyperactivité, ça me semble une maladie plutôt agréable. Moins désagréable que celle dont vous avez souffert. En fait, non, je suis censé me souder entièrement et terminer en chaise roulante. Maintenant, il s'avère que quand le livre a été publié, c'est comme si ma maladie s'était arrêtée. Donc là, j'ai fait un rapprochement entre le fait que peut-être j'attendais que le livre sorte pour pouvoir, rendre inopérant cette malédiction. S'appelle la spondylarthrite ankylosante, qui touche normalement le dos et qui me bloque, qui m'empêche notamment de passer du stade couché au stade assis et du stade assis au stade debout. Donc je marchais quand j'étais jeune, à partir de 9 ans, avec une canne, et je m'apprêtais à terminer sur une chaise roulante. Et puis ça ne s'est pas fait dès le moment où le livre est sorti. Donc cette maladie, c'est une maladie génétique, donc c'est votre père qui vous l'a transmise, ouais. Mais il vous a aussi transmis le goût des histoires. Voilà, j'ai dit ça comme ça, parce que ça se transmet d'homme en homme. Maintenant, vu que ça s'est arrêté, j'allais dire, j'ai l'impression qu'une des solutions pour lutter contre n'importe quelle maladie consiste à se débrouiller pour être heureux d'une manière ou d'une autre. Donc moi, je suis devenu heureux dès que les fourmis sont sorties. Et à partir de là, j'ai l'impression... J'allais dire, la maladie, c'est comme un accompagnement du malheur. Plus vous êtes malheureux, plus vous êtes malade, et plus vous êtes heureux, plus vous êtes guéri. Donc débrouillez-vous pour être heureux, ne serait-ce que pour des raisons de santé. À travers la boîte de Pandore, vous approchez des vies antérieures par l'hypnose régressive. Or, depuis quelque temps, vous avez craqué et vous faites vous-même de l'hypnose régressive en public. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, vous vous êtes offert cette liberté finalement de se dire j'y vais, et en public, parce que ce n'est plus quelque chose d'individuel? Alors, tout d'abord, j'étais journaliste scientifique, donc à la base complètement sceptique. Je pars du principe que tant que je ne l'ai pas vu, j'y crois pas. 2, j'ai fait une expérience, d'ailleurs c'était marrant, c'est la communauté belge de Paris qui m'ont amené à rencontrer un hypnotiseur régressif. Et j'ai fait cette expérience et c'était tellement extraordinaire. Je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux. Ce que je vois, c'est que par contre, moi, j'ai une matière romanesque géniale. C'est cette vie antérieure qui m'a semblé ou que j'ai réellement revécue. À partir de là, j'ai raconté ça, ce plaisir d'avoir eu l'impression de revivre une vie antérieure. Et les gens m'ont dit, tu peux nous le refaire? Alors j'ai commencé à le faire un tout petit peu. Et puis, il y a un moment où... il y a quelqu'un qui m'a proposé de le faire en spectacle, parce que je faisais un spectacle et je racontais un peu ma vie. J'ai quelqu'un qui m'a dit, cet élément-là, on aimerait que tu le développes. Alors je l'ai fait en faisant venir une personne sur scène. Puis après, les gens m'ont dit, attends, quand la personne est sur scène, on a envie, nous, de le faire. Donc j'ai dit, bon, je vais le faire à toute la salle, mais je vais dire, ça ne marche pas sur tout le monde, ça marche que sur ceux qui en ont envie, et tous ceux qui pensent que ça n'existe pas, ça ne marchera pas sur eux, c'est tout. Mais ça vous plaît d'être sur scène, à jouer au magicien de la conscience, comme ça? Alors d'abord, je suis accompagné d'une harpiste, donc c'est un peu, au pire, je vais dire, si les gens s'ennuient avec l'hypnose, ils peuvent écouter la musique. Et la plupart des gens qui viennent savent déjà ce qu'ils vont faire, donc le spectacle s'appelle Voyage intérieur. Et je propose 5 petites séances. Donc au début, je leur propose juste de visualiser un citron pour voir si ça leur crée de la salive dans la bouche. Puis après, je leur propose de visualiser un souvenir d'enfance. Ça y est, vous sentez quelque chose, Thierry? Rien du tout. Parce que je ne l'ai pas fait, je ne vous ai pas guidé complètement. Et après, je leur dis, maintenant, pour ceux qui en ont envie, on va tenter d'aller voir une vie antérieure. Mais je crois que cette attitude agnostique, à savoir « je ne sais pas, j'expérimente », m'a l'air l'attitude du gentilhomme moderne. Tous les gens qui disent « je suis sûr que ça ne marche pas », qu'est-ce qu'ils en savent? Et tous les gens qui disent « je suis sûr que ça marche », qu'est-ce qu'ils en savent aussi? Il y a une sorte d'attitude médiane qui me semble l'attitude de l'honnête homme. Et au fur et à mesure qu'on ramène quelque chose, une histoire,
un peu comme un rêve, vous savez, comme si on pouvait noter son rêve. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui nous empêche de le noter? Après, on réfléchira, est-ce que c'est l'imagination? Est-ce qu'il y a un truc magique? Mais déjà, avoir une petite histoire qui nous arrive de notre passé, avec un nom parfois, je trouve que c'est assez intéressant. Pendant ce confinement bis, vous êtes actif sur les réseaux sociaux. Oui. Vous organisez des lives. Alors, on a une petite surprise de quelqu'un qui vous parlait. Ah! Hello Bernard, voici mon petit message. Il y a quelque chose qui me frappe chez toi, moi, c'est ton équanimité. Hein, tu sembles toujours rester égal à toi-même et zen en toutes circonstances. Mais je sais que quand il t'arrive des coups durs ou des gros soucis, il y a une espèce de phénomène un peu étonnant qui se met en place et qui te permet de garder ton sang-froid. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, je dois d'abord préciser que ce garçon, Patrick Beau, c'est lui qui m'a fait monter la première fois sur scène dans un truc qui s'appelle La Veillée, dans lequel je devais raconter le truc le plus extraordinaire qui arrivait dans ma vie. Une histoire incroyable. Voilà. Et d'ailleurs, ça doit être aussi sur YouTube. Alors, ce qui s'est passé, d'ailleurs, c'était dans ce moment-là que j'ai révélé ce truc, c'est que je m'en vais. C'est-à-dire que mon esprit quitte mon corps et je regarde ça comme s'il arrivait, ça arrivait à quelqu'un d'autre. Mais c'est pas très pratique. C'est-à-dire que normalement, dans la situation où on doit se mettre en colère, je ne me mets pas en colère. C'est comme s'il n'y avait plus personne dans le tas de chair, ce qui fait que ça peut être potentiellement dangereux. C'est-à-dire, ce qui m'arrive, je ne me sens pas concerné. Et donc, quand j'ai raconté ça, c'est un événement qui m'est arrivé en Corse. Alors que j'avais 14 ans, quelqu'un m'a pris pour quelqu'un d'autre et m'a menacé un revolver, c'était dans la nuit. Et j'ai regardé toute la scène de l'extérieur en me disant, bon, maintenant Bernard Werber va se faire flinguer par ce type. Et je regardais ça, ce qui fait que mon corps n'était pas du tout en état de panique. Vous savez, cet état de panique qui permet de la survie, la colère, de pousser des cris. Je reste... Comme il dit, équanime, j'ai l'air de ne pas ressentir les émotions, ce qui peut être troublant pour la personne en face. Je me suis très rarement mis en colère, voire pas du tout, parce que, évidemment, le fait de ne pas être complètement concerné par tout ce qui se passe fait que je ne m'énerve pas. Je considère que c'est comme ça, c'est comme si je regardais un film, en fait. Et je suis spectateur de ma propre vie, mais c'est pratique pour écrire des romans. Vous êtes un drôle d'animal.